vous voulez, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place face à une épidémie comme celle-ci, mais il est vrai que nous n'avons pas les réponses à toutes les questions. Et par Mmh. exemple, quand le confinement a-t-il un effet? Quel est le degré de cet effet? Ça, ce sont des choses qu'on saura malheureusement après. Mais on Mmh a mh. quelques idées si on compare, mais on n'a pas vraiment le droit de comparer, à vrai dire, car c'est une situation nouvelle. Disons, on fait Mmh. l'hypothèse, on pose l'hypothèse que les gestes barrières, qu'il s'agisse d'un confinement géographique chez soi ou qu'il s'agisse d'une distanciation sociale, on fait l'hypothèse que les gestes barrières réduisent la transmission du virus. Alors, c'est sans doute vrai. Maintenant, si vous voulez, en fait, on a plusieurs stratégies qui sont possibles. C'est surtout sur le plan stratégique que je vais me permettre de vous parler. On a plusieurs stratégies. Ces stratégies, elles valent au niveau d'un individu, elles sont valables au niveau d'une communauté et elles sont valables au niveau d'un pays et Mmh. international. Alors, on a une stratégie qu'on appelle une stratégie d'endiguement. C'est-à-dire Oui. que, au départ, on va par exemple essayer d'éviter que le virus pénètre dans un pays ou dans une ville. Mmh. Donc, on va mettre une barrière, c'est-à-dire on ne va pas fermer les frontières complètement, mais on va dépister, essayer de dépister toutes les personnes qui proviendraient d'un pays, d'une zone plus à risque, qui est déjà au stade épidémique. Mmh Donc, mh. Mmh cette mh. stratégie de barrière nationale, si on peut dire, elle existe. Elle existe aussi ensuite, il y a une stratégie, c'est le ça c'était le stade 1 d'endiguement. Le stade 2 d'endiguement, c'est on dit: «Le virus est déjà dans le pays, mais il est relativement peu nombreux, il est relativement circonscrit». Donc, on va renoncer, enfin, on va continuer la même stratégie aux frontières, mais on va également, dans le pays lui-même, essayer de confiner les personnes atteintes. Autrement dit, d'identifier ces personnes par un dépistage virologique notamment, et celles-là de les hospitaliser de manière à les couper de la population, à les surveiller aussi si elles deviennent graves, mais même les non graves sont hospitalisés, et d'autre part, on va faire attention à leurs sujets contacts qui, eux, pourraient développer la maladie ultérieurement. Donc, on les alerte et on les prévient et on les suit au moins téléphoniquement. Bon, si possible, hein, je dis bien si possible. Ensuite, eh bien, quand tout cela est dépassé, ce qui est le cas dans tous les pays du monde à l'heure actuelle, quand tout cela est dépassé, eh bien, on entre dans une phase épidémique au cours de laquelle on va essayer d'atténuer. Donc, la stratégie est une stratégie d'atténuation. Elle porte Mmh. sur les barrières interindividuelles et elle porte aussi sur l'atténuation du fardeau en termes de mortalité et de morbidité par des hospitalisations. Donc les barrières, j'y reviens maintenant, si vous voulez, pour situer la question de la distanciation et du confinement euh, à l'intérieur de cette stratégie globale. En fait, effectivement, l'hypothèse, c'est qu'on va diminuer la transmission du virus. Donc, l'objectif qu'on va essayer d'atteindre, c'est d'avoir moins de nouveaux cas cliniques avec des symptômes, moins d'hospitalisation et moins d'hospitalisation en Mmh. réanimation. Donc, les critères d'évaluation, Mmh mh. c'est le nombre de cas cliniques, le nombre Mmh. d'hospitalisations et le nombre d'hospitalisations en réanimation. Et cette stratégie est quand même fondamentale parce qu'on sait que rapidement dans un pays, les capacités des services de réanimation sont Mmh mh. débordées, sont saturées et même débordées. Il en est de même des hospitalisations conventionnelles et c'est d'autant plus le cas si de base on avait relativement peu de ressources. Donc effectivement, le confinement est logique. Maintenant, quand va-t-on en apercevoir le résultat? Eh bien, je vous parle de la France hexagonale, par exemple, où ce confinement a été relativement tardif. Donc, on est, je dirais, en phase expérimentale et c'est intéressant de ce côté-là. Eh bien, on constate effectivement, en Alsace, vous savez, malheureusement, la province dans laquelle je vis a été la première et la plus atteinte par l'épidémie.
Et nous constatons maintenant, après 3 semaines de confinement, eh bien, nous constatons effectivement qu'il y a moins d'hospitalisations. Au départ, nous avions à peu près 80 dans notre seul CHU, hein, de Strasbourg, nous avions à peu près 80 à 140 hospitalisations par jour. Vous vous rendez compte, hein? Donc, dont à peu près 25-30 en réanimation, ce qui voulait dire des entrées en réanimation qui n'en finissaient plus, et il a fallu transformer tout l'hôpital en réanimation. Donc, eh bien, je dirais depuis quelques jours, depuis une semaine environ, on constate un plateau et même une décroissance, puisqu'actuellement, nous n'avons plus que 20 hospitalisations par jour environ, et 2 ou 3 en réanimation. Donc, disons, là, on voit quand même qu'il y a probablement un effet. Maintenant, il faut quand même considérer les inconvénients du confinement. Je comprenais dans notre collègue de Syrie peut-être, je dirais, cette question-là. Il n'y a pas que des avantages dans le confinement. Non, Il y a des non. inconvénients Et moi, je qui se parle plutôt des villes en France comme Bordeaux, par exemple. Il n'y a aucun cas. Pourquoi confiner Bordeaux? Oui, alors effectivement, c'est dans des régions épidémiques où c'est intéressant le confinement. Ailleurs moins. Mais le problème, si vous voulez, c'est En qu'il y a quand Syrie, même. oui, Oui, allez-y. oui, d'accord. L'Académie de médecine a écrit un article hier de France qu'il n'y a vraiment pas région en France. Ça convient, Je, par exemple? Ils ne sont pas accessibles. je ne vous ai pas compris. Peut-être que d'autres personnes ont leur micro ouvert. Oui, il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. Écoutez, euh, on va peut-être passer à un autre aspect à une autre question. Tu as bien développé le confinement, Philippe. Est-ce que quelqu'un Non, excuse-moi. Non, dit mais justement, parce qu'il que y c'est a pas si à la facile. Covid, Oui, oui. il y a des amis d'Afrique qui ont Oui, non mais attends, Étienne, là. Étienne, ça concerne tout le monde. Je voudrais terminer là-dessus parce que vraiment c'est un point fondamental. Vas-y, Le vas-y. confinement, le confinement a des conséquences gravissimes sur la société. Et donc, le problème dont on va se rendre compte, déjà en France, mais à Madagascar, par exemple, où il y a ce problème qui a été signalé, c'est l'impact à la fois psychologique, mais économique et social. Il faut imaginer la logistique. Est-ce que les gens auront à manger à leur faim? Est-ce que les transports vont continuer? Est-ce que les productions industrielles vont s'arrêter complètement? Est-ce que les médicaments continueront d'être fabriqués? Donc, vous voyez, ça a des conséquences extraordinaires, ce confinement, et c'est pour ça qu'il doit être dosé. Il doit être dosé dans sa durée et aussi circonscrit à certaines. On ne peut pas confiner certaines filières de production, d'alimentation, des ressources essentielles pour la nation. Ça n'est pas possible. Donc, malheureusement, ces filières peut-être courent un risque supérieur aux autres citoyens, mais il n'est pas possible de confiner ces filières. C'est ce que je voulais dire simplement. Merci, Philippe. Alors, est-ce que quelqu'un, je pense en particulier à nos amis africains, est-ce que quelqu'un a une question à poser concernant le confinement et les problèmes que vous pouvez rencontrer? Quand je parle de l'Afrique, c'était également Madagascar, bien sûr. Oui. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, oui, j'aimerais bien poser une question par rapport au déconfinement maintenant. Quelles sont les mesures à faire pour pouvoir assurer un déconfinement et réussir dans le déconfinement? Oui, alors, évidemment, personne ne sait exactement quel est le seuil de ralentissement de l'épidémie qui permet en toute sécurité de lever un confinement. L'autre point qui se pose, c'est est-ce qu'on doit du jour au lendemain tout permettre ou bien ne faut-il pas des déconfinements à la fois progressifs dans le temps et limités géographiquement? Autrement dit, par exemple, j'imagine que ma région qui a été terriblement atteinte, eh bien, il faudra sans doute garder un confinement plus prolongé que, comme on le disait tout à l'heure, à Bordeaux.
de la même façon selon les professions sans doute, hein. Bon, donc disons, il est probable que le déconfinement passera par certaines conditions. D'abord, effectivement, une diminution de l'incidence des cas et que les services de santé ne soient plus du tout saturés et capables d'absorber une recrudescence au moment du déconfinement qui est possible. Donc, il faut cette précaution-là. Deuxièmement, ne faut-il pas tester une grande partie de la population, soit par des tests virologiques, soit sérologiques, mais surtout virologiques? Est-ce que c'est possible financièrement, pragmatiquement aussi? Donc, si on teste des échantillons assez représentatifs dans les différentes régions de la population et qu'on réitère ces tests, il arrive un moment où il y a très peu de porteurs du virus dans la population. Mais là, il faut faire très attention parce que c'est comme la variole. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre qu'officiellement il n'y ait plus de cas de variole pour être tranquille. Là, si vous regardez le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires engendrés par un cas index, et le délai pendant lequel ça se produit, ce taux de reproduction, il est de 2 à 4,5. Autrement dit, chaque cas index engendre 2 à 4,5 nouveaux cas. Et le délai pour doubler, pour avoir deux cas, pour doubler le nombre de cas, il est de 7 jours. Autrement dit, vous avez une épidémie qui peut doubler toutes les semaines. Donc, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Italie. Et donc, finalement, on doit faire attention quand même s'il y a un résidu excréteur de virus dans la population, c'est une bombe à retardement. Donc, il y a ça. Et puis, on va faire confiance dans l'immunité de groupe. Vous savez, cette fameuse immunité de groupe dont ont parlé les Anglais ou d'autres. En fait, cette immunité de groupe, on ne sait pas non plus quelles seront les conséquences. C'est-à-dire, quel est le taux? Classiquement, on dit qu'il faut que 2 tiers de la population ait rencontré le virus et fabriqué des anticorps pour que, globalement, l'épidémie s'arrête. Bon, c'est peut-être vrai pour d'autres virus. Celui-ci, en fait, on n'en sait rien du tout. Ensuite, deuxièmement, cette immunité est-elle durable? Et puis, les coronavirus sont des virus qui mutent très facilement. Ils ont un potentiel mutagène énorme. Et donc, au fond, un vaccin ou l'immunité de groupe, est-ce qu'elle sera valable à la prochaine saison? Donc, voilà, si vous voulez, il y a des points d'interrogation. Mais en gros, le principe, c'est que le déconfinement sera sans doute étalé dans le temps, sera progressif, sera peut-être différencié selon les populations ou les régions. Très bien, merci Philippe. Une autre question maintenant, on va changer de domaine peut-être, il y a d'autres aspects à discuter. Est-ce que, ou bien quelqu'un Oui, J'ai une question. vas-y. Quand on voit actuellement l'évolution de l'épidémie, certes, l'épidémie a touché l'Afrique depuis pas très longtemps, depuis quelques semaines, seulement peut-être 3 ou 4 semaines. Est-ce que vous penserez qu'il y aura, que l'épidémie ne sera pas comme dans les pays du Nord actuellement, ou Madagascar, ou les pays du Sud vont être touchés à peu près de la même façon? Merci. Oui, alors ça, je dois dire que c'est à moi de vous poser la question, malheureusement, parce qu'il y a bien des incertitudes. On a espéré que les climats chauds seraient épargnés. C'est vrai que les coronavirus, en dehors de celui-ci, ils sévissent plutôt l'hiver. Ce sont des virus du rhume, hein. Donc ils sévissent plutôt l'hiver et ils sévissent plutôt dans des climats frais. Bon, maintenant, apparemment, comme il se trouve que l'Afrique est atteinte, eh bien, il est possible que malheureusement ce virus se débrouille avec la chaleur. Bon, est-ce que selon le degré d'humidité cela va jouer? On ne sait pas, mais on espère que vous serez moins touchés. On l'espère. Mais d'un autre côté, il y aura bien sûr d'autres problèmes, des problèmes, je dirais, de comportement de la population. Est-ce que la population va respecter une certaine distanciation de sécurité, si ce n'est pas un confinement, mais au moins une certaine distanciation de sécurité? Quelle est la culture locale par rapport à ça? Je ne sais pas et c'est moi qui vous pose la question.
Oui, une autre question? Oui, bonjour. 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 On vous écoute. Vous pouvez dire Voilà. votre nom? Alors, c'est Belkada Mohamed Benamer, je suis doyen de faculté de Mostaganem, Algérie. Ah, Mostaganem, très bien. Voilà. Là, c'est une question aussi relative à l'Afrique. Je sais pas, on est un petit peu, nous pensons qu'on est en face de cette vague. Notre digue, elle est ce qu'elle est. On a l'impression, c'est juste une impression, que les choses, ils arrivent au ralenti. C'est pas un tsunami, c'est une vague qui arrive au ralenti. Est-ce qu'il y a le facteur immunitaire de nos comtés? Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Parce que là, sur le plan, on n'en a pas assez de dépistage, mais et statistiquement parlant, si on multiplie par 13, je dirais que chez nous, par exemple, en Algérie, on est peut-être aux alentours de 10 000 ou 12 000. Et en voyant le nombre de morts, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est pas tout à fait alarmiste. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Oui, alors vous avez parlé d'immunité. Ça, c'est un point intéressant parce que peut-être avez-vous entendu que certains essaient de vacciner par le BCG. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les 2 ans qui suivent une vaccination par le BCG des enfants, il y a moins d'infections autres que la tuberculose également. Et on s'est dit que peut-être, le BCG aurait un rôle pour infléchir l'immunité et en plus l'infléchir en termes de gravité, puisque on sait que le BCG induit plutôt une immunité de type TH1, alors que les formes graves de Covid surviennent chez des patients qui visiblement stimulent une immunité de type TH2 et cette inflammation TH2 est responsable de leur transfert en réanimation. Donc peut-être que le BCG aurait un rôle à jouer et du coup, par ricochet, la tuberculose. Autrement dit, ce qui va être vraiment majeur, d'ailleurs c'est un autre sujet qu'on pourra aborder, mais qui est très important, tuberculose et Covid, hein, mais ce qui pourrait être évoqué, mais alors avec des pincettes, hein, c'est que peut-être, quand on a rencontré des bacilles tuberculeux, qui sait peut-être a-t-on une immunité qui est un peu plus switchée dans le sens TH1 et qu'on n'aurait pas ces phénomènes inflammatoires TH2 qui font la gravité. Il a répondu. Alors, voilà. Après, effectivement, je crois qu'il faut être prudent dans les statistiques parce que déjà nous-mêmes, nous ne savons pas exactement en Alsace, enfin, on a des chiffres qui sont ce qu'ils sont, hein. Il est obligatoire de signaler un décès imputé au Covid en France. Il est obligatoire dans les EHPAD, dans les établissements de personnes âgées, de signaler à la fois les malades et les décès. Donc, en médecine de ville, il y a un réseau sentinelle spécial qui a été réactivé. Normalement, c'est la grippe, mais là, il a été réactivé pour le Covid. Donc, on a des données hospitalières, on a des données en ville, on a des données en institution de personnes âgées, mais je ne sais pas si c'est totalement exhaustif. Mais on a cette idée-là. Dans des pays, disons, qui n'ont pas une préparation épidémiologique de surveillance, ça peut poser des problèmes d'interprétation. Par exemple, la Chine. Hein. En Chine, on est étonné d'une mortalité très faible par rapport à d'autres pays, avec pourtant les mêmes, je dirais, les mêmes moyens qui sont employés. Nous avons aussi des réanimations. Donc, je dirais, là, est-ce que les chiffres sont valables totalement? Je ne sais pas. Donc, il faut être prudent et observer. On est obligé d'observer. C'est un nouveau venu, ce virus, et il est très difficile d'extrapoler à partir de situations antérieures. Merci. Qui veut intervenir? N'hésitez pas. Docteur Fraisse, je voudrais vous parler d'un autre aspect. Enfin, je vais parler du traitement parce qu'actuellement, pas mal de papiers qui sortent actuellement, ils insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'un SDRA, qu'il ne faut pas traiter de la même façon parce qu'il paraît que même la ventilation de ces patients nuit mieux que les aider. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, effectivement, encore une fois, c'est une remarque très importante que vous faites, c'est-à-dire qu'on est en train d'inventer, on est en train d'apprendre à connaître. Et donc, on ne peut pas extrapoler des draps d'autres origines, des draps grippaux, par exemple. Hein. C'est tout à fait différent.
Pourquoi, par exemple, on se rend compte en réanimation. Alors, je ne dis pas que la ventilation mécanique sur intubation soit inutile. Au contraire, elle est souvent nécessaire pour sauver la vie. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que d'abord, les pneumonies du Covid sont des pneumonies certes virales, mais surtout immunitaires. Donc déjà, certains se posent la question, pas seulement des traitements antiviraux, mais des traitements anti-inflammatoires. Non pas les AINS qui sont contre-indiqués, on sait qu'ils aggravent la situation, mais la corticothérapie éventuellement vis-à-vis des formes très graves et ou pour éviter la réanimation, ou alors d'autres anti-inflammatoires qui sont utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, ça se discute donc actuellement. Et d'autre part, on se rend compte aussi que ce n'est pas la même chose. Par exemple, on était obligé d'utiliser des ECMO, des oxygénations extracorporelles dans les draps d'origine grippale. Là, on en a très peu consommé. On en a très peu consommé. Donc, on n'en a pas un besoin vraiment majeur, comme c'est le cas dans les draps grippaux. C'est une situation qui est un petit peu différente. En plus, la durée d'hospitalisation en réanimation est très longue. Je vous signale qu'on est passé d'une DMS, d'une durée moyenne de séjour en réa. On a actuellement donc 245 lits disponibles de réanimation dans mon hôpital. On est passé d'une DMS de 7 jours à une DMS de 3 semaines. Et alors pourquoi? Parce que non seulement le poumon est malade, mais la commande nerveuse est malade. Il y a un neurotropisme. Ce sont des virus qui sont neurotropes et digestifs aussi, mais neurotropes. Et on se rend compte du fait que les patients, disons, ont des problèmes de commande de la ventilation, de commande de la respiration. Et donc, ils sont difficilement extubables, quand bien même radiologiquement en imagerie, on dit mais ça va mieux, le scanner est mieux, mais pas du tout, on n'arrive pas à les extuber. Ils ont un épuisement des centres respiratoires, je ne sais pas comment dire ça, et de la même façon, ils ont aussi des neuropathies d'ailleurs de réanimation qui sont importantes. Ils sont vraiment lessivés. Et même ceux qui ne vont pas en réanimation, nous avons 60 lits dédiés Covid dans notre service de pneumologie, mais les patients qui échappent à la réanimation, ils sont fatigués, asthéniques, y compris des jeunes de 20 ans, mais ils sont vraiment crevés, quoi. Et donc, on pense, il y a aussi une atteinte myogène de ce virus, et donc on pense que tout ça fait la gravité inflammatoire, en fait, c'est un syndrome systémique inflammatoire qui atteint presque tous les organes. Il y a aussi des cardiopathies, je ne sais pas si vous en avez constaté, mais il y a des cardiopathies. Et donc, voilà, c'est ce qui fait la gravité. Donc, vous avez parfaitement raison de dire que le poumon n'est pas le seul problème en lui-même en réanimation. En fait, en réanimation, il y a le problème de la commande centrale neurologique, il y a le problème de l'atteinte des muscles, il y a un problème global de réaction systémique, il y a un problème de déficit immunitaire. Si vous faites par curiosité une échographie splénique aux patients qui sont les plus graves, ils ont une atrophie splénique. Ils ont une déplétion lymphocytaire qui est absolument majeure. Et donc, je pense que tout ça contribue à la gravité, en plus de la simple ventilation mécanique qui est nécessaire. Merci. C'était, je précise, c'est Zouer qui est intervenu, Zouer Suicide depuis Tunis. Et qui veut intervenir? Merci de donner votre nom et votre ville d'origine, s'il vous plaît, parce que comme on ne vous voit pas, on ne voit pas tout le monde. Qui veut intervenir? Bon, c'est toujours Joël. J'ai d'autres questions, si vous voulez, si personne ne se présente. Je voudrais juste revenir sur la polémique actuelle avec l'équipe de Marseille qui utilise la chloroquine et l'azithromycine. En fait, la riposte pas scientifique, c'était de faire des nouveaux essais thérapeutiques, celui que Discovery qui va se faire en Europe, mais seulement que dans cet essai, nous n'avons pas remarqué qu'il s'est évaluer l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Oui, vous m'entendez? Allô, oui? Maintenant, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, dans cet essai thérapeutique Discovery, ils ne sont pas en train de voir l'efficacité de cette molécule avec l'azithromycine dans les formes précoces. Ça a été utilisé dans le cadre des patients qui sont hospitalisés en réanimation, qui ont déjà des lésions pulmonaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, alors ça, c'est aussi très difficile parce que, vous savez, dans cette situation, il y a beaucoup d'émotions.
hein. Il y a énormément d'émotions, c'est normal. Il y a aussi une composante politique, enfin bref, des luttes d'influence. Donc, effectivement, dans l'idéal, dans le monde idéal, on attendrait d'avoir des magnifiques essais en double aveugle. Bon, là, on est pressé par l'urgence avec un dilemme éthique. Faut-il, dès que quelqu'un dit, moi je pense que, donner à tous les patients ce qu'ils pensent, quitte à avoir des effets indésirables qui pourraient finalement mettre en jeu la vie des patients, comme ça a été le cas aux États-Unis avec les automédications de Plaquenil. Donc, est-ce qu'il faut faire ça au risque finalement d'entraîner des effets indésirables graves sans avoir une quelconque idée de l'efficacité du produit qu'on utilise? Ou alors, est-ce qu'il faut passer quand même par ces essais, mais alors on sacrifie l'urgence? Et je pense que vous êtes d'accord avec ça, c'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Donc, en fait, il y a plusieurs essais, il n'y a pas que Discovery, hein. Il y a d'autres essais en France, par exemple, aussi. Vous avez raison de dire qu'il est peut-être un peu trop tard d'utiliser la chloroquine à ce moment-là, parce qu'on sait qu'on pense que l'effet de la chloroquine n'est pas tellement un effet antiviral qui existe in vitro, mais peut-être aussi un effet anti-inflammatoire par acidification du phagolysosome et qui d'ailleurs pourrait avoir un effet sur d'autres maladies intéressant. Et donc peut-être que les effets sont vraiment multiformes de la chloroquine. Maintenant, je ne me permets pas de vous répondre formellement parce que moi-même, je ne sais pas résoudre ce dilemme éthique. Je ne sais pas. Maintenant, il existe d'ailleurs d'autres médicaments hein, que j'ai cités, anti-inflammatoires, pas non stéroïdiens, mais d'autres anti-inflammatoires qui sont des candidats possibles. Mais voilà, alors maintenant, faudra-t-il attendre, faut-il déjà... Vous savez, ça me rappelle toute proportion gardée, j'ai maintenant 65 ans, hein, et ça me rappelle quand nous avons découvert le sida. Nous voyons dans le Nouvel Observateur une semaine, il faut que tout le monde ait les préparations du professeur Beljanski. Et puis 15 jours après, haro des experts sur les préparations du professeur Beljanski. Et donc, peut-être que nous allons passer, et c'est inévitable, par des enthousiasmes et des déceptions, c'est possible. Ce qui se passe actuellement, c'est que pas mal de médecins français veulent bien prescrire l'association. Le problème, c'est que tout le monde actuellement sait quand même manipuler cette association, c'est-à-dire contrôler et guetter les effets indésirables de la chloroquine. Donc, mais pourquoi que quand on regarde que ces médecins n'ont pas le droit de prescrire ces traitements-là, soi-disant pour leur toxicité, alors que vous savez bien que nous, médecins, nous manipulons les immunosuppresseurs, les corticoïdes, pas mal de médicaments qui ont pas mal d'effets indésirables, mais quand je ne comprends pas pourquoi ils insistent sur le fait que ces médecins n'ont pas le droit de prescrire, soi-disant parce qu'ils sont toxiques. Mais oui, vous voyez, c'est cette balance bénéfice-risque. Alors, je dois vous dire qu'en France, il est tout à fait possible de prescrire à l'hôpital, après un avis collégial, de prescrire le Plaquenil. Hein, ça, c'est tout à fait possible, mais seulement à l'hôpital et après un avis collégial. D'autre part, on est incité, si déjà on prescrit le Plaquenil, à faire participer les patients à des essais thérapeutiques. L'inconvénient de l'essai thérapeutique, c'est qu'il y a souvent un autre bras qui n'inclut pas le Plaquenil. Cela dit, en termes de risque cardiaque, le professeur Raoult, comme vous l'avez vu, dit qu'il n'a jamais eu de problème. Bon, il y en a quand même eu quelques-uns aux États-Unis, mais vous savez que l'association avec l'azithromycine, ce sont deux médicaments qui allongent l'intervalle QT. Donc là, je dirais, on est en train de faire prendre un risque quand même aux patients. Les patients qui sont d'accord pour prendre ce risque et dans le but d'éviter la réanimation, ça me paraît possible, évidemment, éthiquement, de le leur proposer. Je voudrais intervenir. Oui. Jacques Barrier de Nantes. Dakar a décidé de prescrire la chloroquine, l'hydroxychloroquine de façon large à tous les patients dépistés. C'est une décision qu'ils ont prise. Par ailleurs, en tant qu'interniste, j'ai prescrit de l'hydroxychloroquine pendant 30 ans avec une simple petite surveillance cardiaque. J'ai jamais vu un effet secondaire. Hein, tout ça pour dire que
il va falloir attendre un petit peu cette attitude qui sera impossible en France d'utilisation d'hydroxychloroquine systématiquement. D'autres pays africains qui sont habitués d'ailleurs à utiliser la chloroquine et l'hydroxychloroquine le font très largement. Donc on va voir ce qui se passe. Oui, oui, vous avez raison. Je reviens, excusez-moi, sur le favolysosome. C'est une alcalinisation du favolysosome par la chloroquine. Enfin, c'est un détail physiopathologique, enfin de médicaments. Mais bon, il y a aussi donc des antiviraux qui sont possibles en réanimation, tout au moins dans l'Hexagone. Ici, le remdesivir, on peut le prescrire. On a été déçus par les antiprotéases, mais ne fallait-il pas les prescrire très précocement, ce que nous n'avons pas fait. Ça rejoint l'idée de l'hydroxychloroquine. Et puis, vous avez certains inhibiteurs de JAK, là, anti-inflammatoires, le baricitinib, par exemple, qui est en même temps un inhibiteur d'endocytose des virus, qui pourrait peut-être faire aussi être le sujet de recherche. Mais malheureusement, je crois que nous serons mieux armés quand la plus grande alerte sera passée. C'est terrible. L'effet de l'hydroxychloroquine en Afrique est considéré comme un médicament salvateur, symbolique, un peu comme également les différents médicaments utilisés par les praticiens de santé. Il faut bien comprendre la psychologie des personnes, des médecins et des personnes qui prennent ce médicament. Merci beaucoup de ce témoignage. Je l'attendais. Effectivement, je crois que je note bien qu'effectivement, dans des pays qui ont l'habitude de prescrire ce médicament, on n'enregistre pas d'effets indésirables notables et en plus, sur un plan culturel, ça peut être très favorablement accueilli. Est-ce que je peux poser une question, Yves Tremblay, Québec? Oui, Yves. Je voudrais revenir un petit peu sur une portion assez importante de votre document. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir rendu possible la diffusion de ce document-là qui est merveilleusement bien fait et complet. J'aimerais avoir votre opinion succincte parce que vous consacrez beaucoup d'images, c'est-à-dire de photos à cette question-là. Au sujet de nettoyage des vêtements, les masques artisanaux, nettoyer les surfaces, etc. Est-ce que vous pourriez faire dresser un peu un résumé de ce que contient votre document en regard à ces questions-là, les vêtements, les masques artisanaux, les surfaces, etc. Surtout pour ceux et celles quotidiens, en résidence, ceux qui ont à sortir, préparer les quel genre pas nécessairement en milieu hospitalier, je parle en milieu domestique, disons. Oui, alors, ces masques, disons effectivement, la protection contre l'inhalation ou le simple contact avec les muqueuses, cette protection est vraiment majeure. Je vous donnerai un exemple. Je vous ai dit que nous avons donc 60 lits dédiés Covid dans notre service et pour l'instant, nous n'avons aucun soignant qui a été malade du Covid et qui ne l'avait pas contracté à son domicile. Donc, ça montre que les mesures barrières ont un rôle essentiel et pour protéger alors les soignants. Moi, c'est le premier point. Je pense que tous ces masques, toutes ces mesures barrières ont un rôle essentiel au départ. Il faut sanctuariser les soignants. Il faut que les soignants ne soient pas atteints. Si jamais on a une épidémie chez les soignants aussi forte qu'en population civile, notre système de soins est fichu pendant des semaines et alors là, il va y avoir des morts. Donc, il est vraiment nécessaire que les soignants soient les plus protégés dans la population. Après, comment faire? Donc, ça s'applique à l'hôpital, ça s'applique en ville. Alors, vous avez parlé des masques. Un des problèmes des masques, tout le monde le sait, c'est leur pénurie. C'est qu'on n'en a pas assez. Déjà à l'hôpital, on n'en a pas assez. Et l'enquête que j'ai menée, à laquelle certains qui sont auditeurs ont eu l'amabilité de répondre, montre bien qu'il y a une pénurie de masques, que surtout des masques FFP2 d'ailleurs, ce qui pose un problème dans des pays où la tuberculose est fréquente au passage, mais aussi des masques même chirurgicaux. Donc nous avons manqué de masques effectivement, à tel point qu'on cherche des substituts. Alors ces substituts, ça peut être d'abord d'utiliser les masques plus longtemps.
Au départ, soi-disant, on devait utiliser les masques chirurgicaux pendant au maximum 2 heures. Maintenant, on les utilise 4 heures. Les masques FFP2, on devait les utiliser 4 heures. Maintenant, on les utilise 8 heures. Bon, alors cela dit, en passant, comme on ne doit pas les toucher, je ne vois pas trop des soignants garder 8 heures un masque FFP2 sur le nez sans pouvoir manger ni boire. Hein. Mais bon, donc on peut les garder longtemps. Deuxièmement, alors, il y a des matériaux de substitution. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a 2 types de matériaux de substitution. Il y a les substitutions qui sont faites à partir d'emballages de produits stériles. C'est-à-dire qu'on sait fabriquer des films donc, qui emballent des produits stériles. Et on peut demander aux industriels de fournir ces films pour les intercaler entre 2 couches de non-tissés, donc pour fabriquer des masques. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément respirer à travers. On respire en fait latéralement par les fuites. Mais au moins, on n'a pas l'impact direct face à face des gouttelettes que le patient va émettre et qui est majeur. Donc, c'est déjà une chose. En revanche, il n'est pas du tout prouvé que les masques de tissu de fabrication artisanale aient un rôle protecteur. Ça n'est pas du tout prouvé. Et d'ailleurs, il y a 2 recommandations récentes de notre Haut Conseil de la santé publique. L'une qui dit on pourrait utiliser les emballages de produits stériles, et l'autre qui dit il ne faudrait pas utiliser le tissu. Bon, les emballages de produits stériles, en plus, ils n'ont pas de normes. C'est-à-dire que c'est le fabricant qui va de lui-même dire voilà comment j'ai fabriqué ce masque et utilisez-le comme vous voudrez. Mais il n'y a pas de normes de validées. Et puis, d'autre part, il est recommandé que ces masques de substitution avec les produits d'emballage, là, les films d'emballage, que ces masques de substitution ne soient pas utilisés chez des soignants qui sont en contact avec les malades. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas en contact avec les malades, mais c'est écrit comme ça. Donc, c'est seulement, par exemple, des accueils polyvalents, voilà, dans des consultations, bon, voilà. Et donc, alors ces films-là, à vrai dire, je ne les ai jamais touchés, je ne les ai jamais utilisés. Je ne sais pas si on peut respirer à travers, je me pose la question. Donc ça, c'est les masques de substitution. Le tissu, ça n'est pas du tout prouvé. Peut-être que c'est mieux que rien, mais attention, il va contenir les gouttelettes émises par le patient vont être dans le tissu. Donc si on le touche, si on l'enlève, on aérosolise ça. Et après, d'autre part, si on le lave, il faut le laver à au moins 60 degrés pendant au moins 30 minutes. OK et qu'est-ce que ça donne à la sortie? On n'en sait strictement rien. Hein. Donc les masques en tissu, je dirais, ça reste un peu une espèce de peut-être comment dirais-je, une protection un peu dans l'idée qu'on s'en fait. Les masques avec les produits de substitution, emballage de produits stériles, peut-être que c'est un peu plus efficace, mais personne ne peut l'affirmer. Néanmoins, il est autorisé en France de les utiliser soit dans le public en général, soit chez des soignants, mais qui n'ont pas un contact avec des patients probablement Covid. Bon. Après, vous avez ça. Vous avez également donc les surlunettes de protection en milieu hospitalier. Ça joue un rôle parce qu'on sait que les coronavirus peuvent se transmettre par les conjonctives. Donc, si un patient vous tousse dessus, que vous avez les yeux ouverts, vous risquez de vous contaminer. Nous mettons en plus des charlottes. Alors, est-ce qu'il faut vraiment le faire? C'est recommandé en France, mais je ne sais pas, faut-il vraiment? Et puis, nous mettons des surblouses, donc, normalement, qui étaient à usage unique jusqu'à la semaine dernière, mais nous n'en avons plus assez. Donc, du coup, il est possible, certaines surblouses en non tissé sont bien résistantes, donc il est possible d'essayer de les laver une fois. On verra déjà ce que ça donne. Il est possible aussi d'utiliser des blouses en tissu. On revient au vieux sarrau. J'aimais bien ça quand j'étais interne. Donc, les sarraus, il faut les laver au moins 30 minutes à 60 degrés. Donc ça, c'est aussi possible. Et puis, il faut qu'ils gardent leur caractère un peu déperlant. Si les gouttes qui viennent dessus, s'il y a des liquides qui viennent dessus et qui sont absorbés au lieu d'être de couler,
alors ça n'est pas valable. Et donc, il faut prévoir aussi par-dessus des tabliers en plastique, des tabliers fins en plastique. Voilà. Donc voilà l'état un peu de la question actuelle. Mais ce qu'on sait globalement, c'est que la transmission de type gouttelette est la transmission vraiment, vraiment prédominante, que peut-être il peut y avoir une aérosolisation dans certains cas qui ferait qu'on devrait utiliser les précautions gouttelettes, mais non pas avec un masque chirurgical, avec un masque FFP2. Donc ça, c'est possible. Et par exemple, nos soignants qui s'occupent directement des patients Covid, ces soignants, s'ils vont s'occuper d'eux, ils mettent aussi ils mettent à la place un masque FFP2. Mais dans les soins courants, on utilise des masques chirurgicaux. Moi-même, j'utilise un masque chirurgical quand je ne suis pas directement en face d'un patient FFP2 en train de le soigner. Est-ce que ça suffit? Juste un dernier commentaire. C'est Yves Tremblay encore de Québec. Je veux juste revenir sur le fait, par rapport à ce que vous avez dit, en ce qui a trait à la fabrication de masques artisanaux à partir de quelques tissus que ce soit. Je pense que c'est extrêmement important que si les gens décident de tenter une protection, si minimale soit-elle, avec ce genre de masque-là, que c'est pas parfait. Et je le dis parce que, je ne sais pas chez vous, mais ici, on reçoit énormément d'informations. Protégez-vous, faites-vous des masques, etc., etc., etc. Donc, c'est à faire attention. C'est ce que je retiens aussi de votre commentaire en ce qui a trait au masque de tissu. Et je pense qu'il faut que les gens soient conscients. Oui, tout à fait. Ouais. Si je peux me permettre, Philippe, ce que tu viens de décrire, c'est quand même extrêmement important parce que ce sont des mesures d'hygiène de base. On s'interroge chez nous, mais il faut bien imaginer que dans beaucoup de pays où effectivement on a des difficultés pour se procurer des masques et d'autres équipements, le problème va être encore plus aigu. Mais tout dépend. Oui, la difficulté, c'est que dans notre unité INSERM, on travaille toujours sur les aérosols. Et en particulier, il y a quelques années, je me souviens, on travaillait sur des masques. Alors, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut un masque hermétique à 100%, ou si au contraire on veut protéger contre des gouttelettes qui vont être projetées à 1 mètre de distance, c'est totalement différent. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Alors, tu as raison. Je vous mettrai dans le diaporama qui sera diffusé, que j'ai terminé aujourd'hui, enfin, actualisé. Je vous mettrai une expérience qui a été faite et qui montre bien qu'il s'agit de gouttelettes. C'est-à-dire, dans un mannequin, a été mis en place dans son hypopharynx, d'un mannequin d'enseignement, hein, dans son hypopharynx, un produit fluorescent, et on a exsufflé, donc il a expiré fortement comme une toux, et il y avait en face un être humain qui portait une visière, et sur cette visière, on a appliqué une lumière fluorescente. Et on voit très bien les impacts. On voit les impacts. Et ils sont gros, les impacts. Ce sont des gouttelettes, hein. Donc, en fait, effectivement, l'essentiel, c'est gouttelettes. Autrement dit, on n'est pas obligé d'avoir un masque totalement hermétique à 100%. Il faut surtout se protéger la face, le visage. Alors, le nez, la bouche, les yeux, autant que possible, ça, c'est vraiment majeur. On sait qu'avec les masques chirurgicaux, il y a des fuites latérales de l'ordre de 40%, mais ça ne joue pas là, ça ne joue pas. Et on sait aussi que les patients, les soignants barbus, ou les patients, si on veut les isoler, ont plus de fuites. Mais ça ne joue pas tellement. L'important, c'est vraiment le face-à-face, tu as raison de le souligner, hein. Bon, après, les critères, les normes des masques sont variables suivant leur degré à la fois de fuite au visage. Il y a des normes FFP1, 2 ou 3, par exemple, qui vont jusqu'à moins de 2% de fuite au visage, moins de 3% pardon, de fuite au visage. Bon, ça joue, mais pour la tuberculose, ça joue, c'est-à-dire pour vraiment les gouttelettes de condensation de la tuberculose. Mais ce n'est pas les gouttelettes classiques ici du genre grippe, hein. Donc voilà. Par ailleurs, les masques chirurgicaux, normalement, ont 2 normes différentes, je vous le signale. Vous avez la norme tout court et la norme 2R. La norme tout court est faite pour éviter les postillons qui viennent de celui qui le porte vers l'extérieur. Et la norme 2R est une norme qui évite le franchissement de postillons à partir de l'extérieur.
de gouttelettes à partir de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Ils sont à double sens, c'est pour ça qu'ils s'appellent 2R. Donc, il faut peut-être faire attention sur les emballages, voir un peu sur les emballages que vous avez. Dans le monde idéal où on aurait suffisamment, et ça viendra, où on aurait suffisamment de masques chirurgicaux, je dirais le masque chirurgical 2R est le masque préférable parce qu'il filtre dans les deux sens. Le masque simplement, il s'appelle tout court, hein, R, ce masque-là, lui, est fait plutôt pour éviter qu'un chirurgien, par exemple, crache sur la plaie opératoire. Voilà. Donc, il faudra faire attention. Pour l'instant, c'est une aubaine. Si seulement on en a même des R, on les prend avec reconnaissance. Merci. Est-ce qu'il y a encore on a encore le temps pour quelques questions parce qu'on a démarré en retard. On a prévu un temps un peu plus long que d'habitude. Volontiers. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, Zouer Suicide de Tunis. Je voudrais savoir, on a entendu pas mal d'informations concernant la proportion de patients qui sont infectés par le virus et qui sont asymptomatiques. Avez-vous une idée sur la proportion exacte de ces patients? Alors, exact, non, mais approximative, oui. Donc, en fait, les personnes asymptomatiques, bon, ce sont des études qui sont un peu plus récentes. Si vous voulez, il y a deux problèmes. Il est probable que c'est un iceberg, dont une partie est émergée, mais c'est la plus petite, et une grosse partie est immergée. La partie immergée, ce sont les personnes asymptomatiques et ce sont les personnes non dépistées, même s'ils sont symptomatiques. Hein. Donc, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Alors déjà, les non documentés, c'est-à-dire qui auraient des symptômes, mais suffisamment légers pour ne pas recourir à la filière de soins. Et d'ailleurs, en France, à l'heure actuelle, on ne teste pas les patients symptomatiques du moment qu'ils ne doivent pas être hospitalisés. Donc, ça représente, estime-t-on, peut-être 80-85% des cas en ville qui ne sont pas documentés, tout simplement. Et à eux seuls, donc, ils sont la source de 79% ou 80% des cas secondaires. Donc, ces cas non documentés, c'est déjà un morceau de la partie immergée de l'iceberg. Ensuite, il y a les personnes asymptomatiques. Alors, les personnes carrément asymptomatiques, elles sont quand même minoritaires. Alors, ça a été étudié, c'était très intéressant, ça a été étudié lors de manœuvres de confinement, par exemple sur des bateaux de croisière, des grands bateaux, ou alors chez des personnes qui ont été rapatriées dans différents pays à partir de la Chine. Et là, on a tout simplement observé ce qui se passait, mais non seulement on a observé les symptômes, mais on les a tous testés. Donc, ils avaient tous un frottis. Et là, on s'est rendu compte que les portages totalement asymptomatiques étaient quand même sans doute assez minoritaires. Je vois deux études là que je me rappelle maintenant. Disons que c'était peut-être du 10% à tout casser. Hein. Donc peut-être que les totalement asymptomatiques, peut-être, hein, qui ne sont pas très 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 fréquents. En revanche, que les paucisymptomatiques, à tel point qu'ils signalent rien à personne, ils ont un petit rhume, ça dure 48 heures et puis c'est fini, ceux-là, ils semblent quand même être plus nombreux et ils font partie de l'iceberg immergé. Mais le problème, c'est comme vous le sous-entendez, c'est que les asymptomatiques et les paucisymptomatiques non détectés, ces personnes-là sont quand même contagieuses. Donc, ils représentent un foyer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du déconfinement, je vous ai annoncé la possibilité d'un dépistage massif de la population. Parce qu'il ne suffirait pas qu'il y ait plus de malades ou quasiment pas de malades pour que le problème soit réglé. Il faut qu'il n'y ait plus d'excréteurs dans la population. Tout à fait, oui. Allez-y, on vous écoute. Une question, monsieur Frère. Le sérodiagnostic, qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est beaucoup trop précoce. À l'heure actuelle, notre service de virologie est en train de tester 3 candidats qui sont issus de firmes de producteurs de réactifs biologiques. Je dois dire que je suis assez ignorant dans ce domaine. J'ai beau regarder la littérature, je trouve qu'on n'a pas encore peut-être suffisamment.
ce que vous pouvez constater, c'est que vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire de beaucoup de pays, dont la France, vous demandez une sérologie, vous la payez, c'est pas remboursé, vous la payez et vous l'avez. Mais au fond, quelle est la sensibilité, la spécificité? Évidemment, c'est difficile à calculer d'ailleurs, hein, mais je dirais ça interviendra a posteriori. Ce sera intéressant de savoir quelle est la séroprévalence dans la population générale ou chez les soignants. Ou bon, alors on commence à avoir des données de séroprévalence, mais quelle est, par exemple, on pense que peut-être 15% des soignants en France peut-être, hein, sont séropositifs pour le coronavirus. 15%. C'est le chiffre qui est donné. Bon, mais au fond, les négatifs, et si vraiment ils n'ont pas rencontré le virus, et les positifs, pour la plupart, n'ont d'ailleurs, enfin pour la plupart, ont eu une forme bénigne de la maladie. Ils l'ont eu. Ils ont une forme bénigne de la maladie, les soignants souvent. Bon, donc je me permets peut-être pas, je suis désolé, mais de répondre formellement à votre question. Je comprends. C'est-à-dire, nous avons des cas PCR négatifs et sérodiagnostic positif, par exemple. Vous avez raison. Alors ça, c'est un autre problème que nous avons aussi en aigu, en hospitalisation, des scanners thoraciques typiques de Covid avec 2-3 frottis négatifs. Donc, et pourtant, ils sont bien faits. Vous savez que les frottis, c'est pas très agréable à subir. Hein. Je ne sais pas si vous en avez eu un, mais un frottis qui est bien fait, c'est un gros écouvillon. Il faut traverser tout le nez. Il faut aller frotter la paroi postérieure du pharynx. Les gens qui sont sous anticoagulants ou thrombopéniques, qui saignent, ils ont des grosses épistaxis et puis ça fait mal. Bon, donc je dirais, même si les frottis sont entre guillemets bien faits, c'est-à-dire douloureux, eh bien, malgré tout, c'est ce que nous faisons. Nous avons une équipe qui ne fait que ça toute la journée, les frottis, hein, chez nous. Eh bien, même si c'est bien fait, ben, nous avons tout de même, je dirais quand même régulièrement des patients qui ont exactement les symptômes du Covid, qui ont exactement le scanner du Covid et qui sont négatifs en PCR. Et j'attends avec intérêt, moi aussi, je suis reconnaissant de votre témoignage parce que j'attends avec intérêt leur sérologie ultérieure. Et s'il vous plaît, Boaké, Côte d'Ivoire, Chantal Akwa-Kofi. Oui, allez-y. Je voudrais vous revenir sur le dépistage systématique, les sujets contacts. Quel est vraiment son intérêt dans le cas où le confinement ne donne pas son effet et on a des craintes, je suis à Boaké, en Côte d'Ivoire, on a du mal à faire respecter ce confinement. Oui, alors c'est vrai que quelles armes avons-nous en dehors, au fond, du confinement? Bon, je pense que tout de même, au moins la distanciation sociale, je ne dis pas le confinement à domicile, c'est le mieux, si chacun reste chez soi, si 100% des citoyens restaient chez eux tout le temps, eh bien, l'épidémie s'arrêterait. Mais ce n'est pas possible. Donc, il nous reste quand même aussi la distanciation sociale. Ça, c'est quand même un point assez intéressant. Il nous restera la possibilité, quand nous aurons suffisamment de masques, de porter des masques chirurgicaux en public, à l'extérieur, notamment, enfin, si on va faire les courses, pas forcément dans la rue, mais si on va faire des courses dans un magasin, si on est dans un bureau de poste, enfin, dans un endroit ou une collectivité, eh bien, de porter un masque, je crois que ça jouera un rôle important. Après, il y a bien sûr les vaccins. Donc ça, on en espère beaucoup. Ça pourrait régler la situation, mais ce n'est pas sûr, car je le disais tout à l'heure, peut-être que ces virus vont muter, peut-être que les vaccins, si vous voulez, par exemple, dans le SRAS de 2003, les vaccins qui avaient été utilisés aggravaient la maladie. Bon, donc ça n'est pas garanti. Bon, alors après, pour sortir de ce confinement, eh bien effectivement, il y aura toutes ces mesures barrières, peut-être qui joueront un rôle, et le dépistage. Alors le dépistage, le problème, bon, ça coûte d'abord de l'argent, certainement, c'est même cher. Ensuite, au fond, je dirais, c'est intéressant pour vérifier qu'on peut se permettre le déconfinement. Si on a les moyens de tester des échantillons importants et représentatifs de différentes populations dans le pays et qu'on ne trouve plus de portage, eh bien, évidemment, du coup, là, on est quand même rassuré. Mais est-ce que ce sera possible financièrement? Est-ce que ce sera possible matériellement? On n'en sait rien. Ensuite, je vous signale autre chose, c'est un peu plus fin ce que je vais vous dire là, c'est qu'il faut différencier la PCR de la culture.
Si vous faites des PCR, vous trouvez de l'ARN du virus, mais ça ne vous dit pas qu'il est infectieux actif. Ça vous dit qu'il y est, ok. Et notamment, ça existe chez des personnes qui sont cliniquement guéries, ben, ils ont parfois un portage prolongé en PCR. Mais si vous mettez en culture, le prélèvement, il est négatif. Et donc, je dirais, ce qui est intéressant en termes de transmission dans la population, c'est les cultures positives. Mais je ne vais pas aller jusque-là, ça demande beaucoup de personnel, c'est encore plus cher. Mais c'est pour vous dire que malheureusement, rien n'est parfait. Néanmoins, un dépistage par PCR de gros échantillons prélevés dans différentes populations, des villes, des professions différentes, ça pourrait aider à interrompre le confinement. Alors, les sujets contacts. Vous avez posé la question des sujets contacts. Ça, c'est un point intéressant. Nous tous qui sommes des habitués, vous savez, moi je suis quand même issu de la tuberculose, hein, avant de parler de Covid, vous le savez, donc, et vous aussi. Donc, le problème, si vous voulez, c'est les sujets contacts, en effet. Donc, avec la différence, c'est qu'il semble que la transmission du Covid soit peut-être plus circonscrite aux contacts étroits, les vrais contacts étroits sous le même toit, et pas tellement en population générale, comme c'est aussi le cas de la tuberculose. Bon, mais donc, les sujets contacts, alors, il leur est recommandé à l'heure actuelle, non pas de se faire dépister, mais de surveiller leur température 2 fois par jour, de vérifier s'ils n'ont pas des symptômes d'infection respiratoire haute ou basse, ou de diarrhée. N'oublions pas la diarrhée, n'oublions pas l'anosmie. L'anosmie et la gueusie, ce sont des symptômes précoces, souvent de forme bénigne d'ailleurs, chroniques, mais qui sont typiques du coronavirus. Donc, voyons, et ces personnes-là, si elles avaient en plus de ça une gravité qui impose une hospitalisation, alors ils seraient testés. Voilà ce qui est fait en France. Mais dès que nous aurions beaucoup de tests pas chers, on étendrait le dépistage à tous les sujets contacts. Mais nous n'avons pas les moyens. Une question? La disposition des tests. Oui. Le gros problème, c'est la disposition des tests. Oui. Pour tester tout le monde, tous les sujets de contact. Oui. Au niveau radiologique, c'est Oui, pourquoi toujours bilatéral au niveau du scanner? Pardon? Est-ce que c'est toujours au niveau du scanner, est-ce que c'est toujours bilatéral? Est-ce que c'est toujours au niveau de deux? Pourquoi? Et pourquoi c'est toujours au niveau de deux bases? Oui. Alors ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est l'anatomopathologie. En tout et pour tout, nous avons de l'anatomopathologie chez 3 patients qui ont été opérés par lobectomie d'une autre maladie et qui se sont avérés être Covid. Donc, on connaît l'anatomopathologie chez ceux-là, hein, avec donc un aspect qui est à la fois un aspect d'alvéolite et de vascularite. Alors, il y a plus de vaisseaux, comme vous le savez, dans les lobes inférieurs que dans les lobes supérieurs. Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que les virémies vont se situer davantage dans les lobes inférieurs? Peut-être, ce n'est qu'une hypothèse. Ensuite, c'est dans les lobes inférieurs aussi, peut-être. Parce qu'il y a quand même de l'édème, il y a une grosse inflammation. Donc, ce sont des régions déclives. Et si vous avez la curiosité de faire un scanner à plat ventre en procubitus, il est intéressant de regarder si ces opacités ne migrent pas. Donc, il y a les parties déclives et les parties vascularisées. C'est une hypothèse. Ensuite, pourquoi c'est bilatéral? C'est parce que ce n'est pas qu'une infection, c'est une inflammation. Et en fait, c'est une inflammation systémique. Il y a les 2 poumons, il y a les muscles, il y a les nerfs, le système nerveux central, le tube digestif, le cœur, tout ça. Et du coup, c'est relativement disséminé. Alors, ce qu'on constate, par exemple, comme conséquence, pourquoi? Dans les lobes inférieurs, si vous faites de la ventilation alternée procubitus-décubitus, eh bien, ça permet de passer les caps pour éviter une ECMO, une oxygénation extracorporelle, parce que vous faites justement varier ces zones d'édème, ces zones déclives, vous les faites varier. Donc, quand vous êtes en procubitus, vous recrutez de nouveau les lobes inférieurs. Quand vous êtes en décubitus, vous recrutez de nouveau les segments antérieurs, les lobes moyens et l'ingula. Et donc, en alternant comme ça, vous pouvez mieux oxygéner les patients. Cela dit, en réanimation,
avez-vous une idée du nombre de personnes nécessaires pour retourner un patient dans ces conditions-là? Eh ben, je vous le dis, il faut 6 personnes au mieux et au minimum 4. Hein. Bon, donc en tout cas, toutes les demi-heures, tourne et retourne. C'est-à-dire que c'est bien de mettre les malades au ventre? Oui, oui, oui. Pour les ventilations en réanimation, oui, oui. Ça améliore la saturation? Ah oui, mais il faut alterner, hein, parce qu'après, vous vous retrouvez une demi-heure après, vous êtes de nouveau dans le même Mais je problème. parle bien des Donc, je parle bien de malades non intubés, hein. ah non, non intubé, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. C'est intéressant, ça, je ne sais pas. Avez-vous essayé? Ben non, aux États-Unis, il y a des essais de mettre les malades sur le ventre non intubés et ça améliore la saturation de 9%. Oui, c'est intéressant. Je n'étais pas au courant. Oui, je le note. Ouais. Met les malades sur le ventre 6 à 8 heures. Les malades non intubés sur 6 à 8 heures par jour. Pourquoi pas? Oui, bon. Très bien. Merci. S'il vous plaît, n'oubliez pas de couper votre micro quand vous n'intervenez pas parce qu'après, il y a des interférences. Qui veut encore S'il vous plaît. Oui. Kabengele de Kinshasa. Oui. On vous écoute. Oui, je voulais savoir quel est le risque de réinfectation et quelle est la durée de protection en post-infection. Eh bien, justement, ça n'est pas connu encore parce qu'on manque de recul. Il y a quelques cas publiés de personnes qui ont eu 2 fois la maladie. Alors, est-ce qu'elles l'ont eu parce que c'était une rechute du même virus dès le départ? Est-ce qu'elles l'ont eu en se recontaminant? On n'arrive pas à tracer les souches de coronavirus comme on le fait pour les mycobactéries. Donc, je crois qu'on ne le sait pas encore. On ne sait pas si l'immunité sera longtemps efficace. C'est d'ailleurs intéressant à la fois pour les personnes qui ont déjà eu la maladie, mais aussi en termes de vaccination. Donc, on ne sait pas quelle est la durée de l'immunité et on ne sait pas si elle est complète. Et ça, on le saura avec plus de recul. Merci. Est-ce que, justement, Benoît Kapengele, je peux vous poser une question? Vous avez des cas à Kinshasa? Oui, actuellement à Kinshasa, la situation à Kinshasa, dans le pays, est de 207 Covid positifs, dont 195 à Kinshasa, Okay. avec à ce jour 20 décès et 10 déclarés guéris, et 119 patients suivis stables. La question est la suivante. Quelle est la perception de la population de cette maladie? Est-ce qu'il y a on fait le rapprochement avec le VIH ou avec Ebola qui était pas loin de Kinshasa? Est-ce qu'il y a des rapprochements qui se font comme ça ou comment est perçue cette infection à Covid par la population? La perception n'est pas encore elle ne ressort pas encore très très bien parce que la sensibilisation n'est pas encore faite correctement. Ce qui fait que quand vous circulez dans les quartiers populaires, c'est comme si la maladie n'existait pratiquement pas. Et donc, les gens vivent comme au quotidien dans les quartiers populaires. Donc, même les mesures, les mesures de barrières de protection ne sont pas appliquées dans nos quartiers populaires. Je parle vraiment des quartiers populaires. Et le rapprochement avec Ebola et le VIH, non. Dans Ebola, c'était très loin de Kinshasa. Donc, la population de Kinshasa n'a pas vécu Ebola comme tel. Et même par rapport au VIH, ils ne font pas le rapport. Donc, il y a un travail énorme de sensibilisation encore au niveau de la population. Oui, quelqu'un veut intervenir? Oui, s'il vous plaît, Mostagana, je voudrais intervenir. Alors, je voudrais intervenir sur la perception de la maladie, puisque une étude, on a commencé une étude avec une dizaine de pays africains. Il n'y a pas le RDC parmi ces pays. Et il semble qu'il y ait, chez les personnes éduquées, une parfaite information sur l'origine virale, mais sur la perception, il arrive assez fréquemment que l'on impute cette maladie aux étrangers, avec donc un sentiment très fort d'une sorte de punition, éventuellement d'une punition divine dans la population de l'arrière-pays.
S'il est vrai donc qu'il y a une différence, c'est une première phase. Et assez rapidement dans les pays où cette maladie se développe, on voit apparaître une deuxième phase, et cette deuxième phase fait que les choses se normalisent. Et à ce moment-là, les fake news, tout ce qui apparaît dans les réseaux sociaux, qui sont des choses très négatives en termes de communication, ceci s'estompe petit à petit. C'est les premiers résultats que l'on a par rapport à une étude qui est faite sur une dizaine de pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. C'est très intéressant. Vous allez nous la communiquer, ces résultats. C'est très intéressant. Ça. C'est la CIDMEF. La CIDMEF est tout à fait au courant et Étienne Lemarié pourra vous communiquer ce texte qui doit être finalisé dans les jours à venir. On l'aura quand, ton texte, Jacques? Vous l'aurez sur le confinement, et en particulier l'hypothèse du confinement sélectif. C'est ce qui est une donnée un peu particulière, c'est-à-dire on laisse les gens vivre leur vie et on essaye de confiner des gens à risque, ce qui est compliqué. Ce texte doit se terminer d'ici dimanche. Et le premier texte sur les participations, la représentation de la maladie, c'est un texte qui est un peu plus long peut-être pour être raffiné, puisque pour l'instant on a 200 interrogatoires simplement au Gabon, en Côte d'Ivoire et également dans 3 pays. Et l'interprétation des résultats sera un peu plus longue. C'est du domaine des sciences humaines et sociales. Quoi qu'il en soit, les grandes tendances, on les connaît déjà. Merci beaucoup. D'ailleurs, cette histoire d'information et de formation, elle est importante, je crois, aussi chez les soignants. Je rebondis là-dessus. Nous avons eu la chance, au tout début de l'épidémie, de nous rendre compte dans mon CHU que on allait être durement frappé. Et donc, avant le confinement, la distanciation sociale, même à l'intérieur des services qui existent maintenant, on a pu réunir l'ensemble des personnels et leur donner des indications concernant les précautions R, les rassurer, et de telle sorte qu'on n'a eu aucune panique chez le personnel. Et on a été heureux finalement d'avoir pu anticiper les choses, alors que dans d'autres services qui n'avaient pas eu cette formation, d'abord, ils prenaient des masques n'importe comment, ou alors ils n'en prenaient pas quand il fallait, et finalement, ils avaient peur, ils avaient très très peur. Nos personnels de pneumologie n'ont pas eu vraiment peur. Et donc ça, je crois que c'est important peut-être de l'anticiper dans des hôpitaux. Alors, il y a une chose aussi, tu as parlé, Étienne, d'Ebola ou de VIH, bon, mais qu'en est-il de la tuberculose? Parce que quand même, il y a quelques problèmes. Je veux dire, les symptômes chroniques de la tuberculose ressemblent aux symptômes aigus du Covid. Ensuite, les gens qui sont dans des services de tuberculeux et qui auraient le Covid, qu'est-ce qu'on en fait? Les gens, pour les dépistages, comment on fait? Les barrières d'hygiène ne sont pas les mêmes. Pour Covid, c'est le masque chirurgical. Pour tuberculose, c'est le masque FFP2 quand on en a. Les patients Covid relèvent d'une filière séparée. Donc, comment on se débrouille avec ça dans vos services? Oui, bonne question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Chantal, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou à Kinshasa, ou à Conakry? Si nous avons quelqu'un de Conakry, ou Moudialo. Sinon, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez répondre? D'abord, est-ce que vous pouvez répondre sur la question que posait Philippe à l'instant, qui est importante dans des pays fortes endémiques tuberculeuses? S'il vous plaît, à Kinshasa. Oui, allez-y. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore sur terrain on n'a pas encore eu à gérer sur terrain cette association de tuberculose Covid, ce qui fait que bon, il y a le circuit de prise en charge Covid qui est tout à fait différent du circuit de prise en charge tuberculeux classique. Donc, on n'a pas encore des cas de tuberculose et Covid déclarés et suivis pour le moment. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore? Je voudrais poser une dernière question qui concerne le sujet VIH en Afrique. On connaît à peu près le nombre de personnes porteurs du VIH en Afrique, environ 25 millions. Et on ne sait pas
on doit les mettre parmi les personnes fragiles qui mériteraient un confinement sélectif. La Société française de lutte contre le sida dit qu'il n'y a pas de risque viral accru quand les personnes ont des CD4 supérieurs à 200. Or, ces gens qui ont le VIH ont quand même un répertoire immunitaire naïf qui est quand même diminué par rapport au reste de la population. Est-ce que quelqu'un peut me donner des indications? Eh bien, en fait, le même problème, vous parlez, j'aime bien cette idée de répertoire endommagé. Ça, c'est vrai que dans le VIH, il y a des délétions clonales et donc les personnes, quand bien même ils auraient un nombre de CD4 correct, peuvent quand même être soumis, par exemple, à des infections à pneumocoque. Bon, mais et ça pourrait être pareil, ça sera un sujet très intéressant à étudier si vous en avez les moyens. Ça pourrait être pareil après Covid. Parce que quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont une atrophie des ganglions, ils ont une atrophie splénique, ils ont une lymphopénie majeure qui est d'ailleurs un facteur pronostic. Et d'ailleurs, le rapport polynucléaire neutrophile sur lymphocytes est un facteur pronostic. Donc, ces personnes-là, quand bien même elles récupéreraient ultérieurement, est-ce que ça va être total? Est-ce qu'il n'y aura pas, je dirais, des pertes de différents répertoires lymphocytaires? C'est important. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, disons, pour l'instant, alors nous avons une cohorte de environ 3200 patients VIH suivis. Et donc, pour l'instant, alors ils respectent le confinement, je vous dirais, ils se tiennent à carreau. Hein, ça, mais pour l'instant, nous n'avons pas constaté davantage de formes symptomatiques de Covid ou d'hospitalisation chez ces patients, mais c'est beaucoup trop tôt, je crois, pour nous pour le dire. Mais c'est vous qui apporterez peut-être, du fait de la prévalence que vous avez annoncée de VIH, c'est vous qui apporterez la réponse. Très bien. Excuse-moi, Étienne, j'ai encore quelque chose à dire à propos de la tuberculose, parce que c'est un de mes dadas, vous le savez. Hein. Bon, d'abord, premièrement, c'est une question personnelle et éthique que je trouve, c'est que c'est très bien de parler du Covid parce que c'est une vague extrêmement brutale, c'est quelque chose de très traumatisant et brutal pour la population mondiale et quand même bien mortel. Je rappelle quand même partout où je vais que la tuberculose, elle tue 1,6 million au moins de personnes chaque année, toujours, tous les ans, et que donc il ne faudrait pas négliger les dépistages, les soins, les diagnostics et les traitements de la tuberculose totalement et rendre le Covid totalement prioritaire. Je crois que les deux doivent être quand même autant que possible pris en charge. C'était un peu le sens de ma question de tout à l'heure que je vous posais. Comment faites-vous avec les deux? Et je vous adresserai, vous verrez sur le diaporama qu'Étienne vous transmettra, que j'ai ajouté quelque chose, des recommandations, enfin non, des réflexions très intéressantes d'un service d'Afrique du Sud pour l'Union internationale contre la tuberculose qui vient de paraître là dans le journal international, vous l'avez peut-être déjà lu, et qui montre que suivant différents domaines d'action, il donne des idées. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le suivi des patients qui ont une tuberculose et le rôle des interventions téléphoniques? Comment est-ce qu'on recense et est-ce qu'on suit les sujets contacts? Le cas des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes. Est-ce qu'on doit faire une vaccination antigrippale? Différencier la tuberculose du Covid, avec surtout l'idée d'avoir des filières séparées. Dès qu'un patient a à la fois tuberculose et Covid, il va dans la filière Covid. Mais attention, évidemment, on prend quand même des précautions, mais il va dans la filière Covid parce que c'est le plus grave à court terme. Et donc, je trouve que c'est très aidant, cet article, il est court, mais il me paraît assez merveilleux, donc je vous l'aime. Et cet article, tu pourras le passer Oui, mais il est dans mon diaporama. Le diaporama que vous allez recevoir, c'est diapo numéro 9. Je vais traduire. Oui. Oui. Pareil en France. Allez-y. Alors, j'ai une question concernant le traitement anticoagulant. Le traitement anticoagulant, est-ce qu'on peut commencer un peu quoi? Oui. Comme le D-dimer est toujours élevé, le troponine est aussi élevé. Est-ce que c'est utile de commencer le traitement? Alors, vous savez que le Covid est une maladie thrombogène. Il y a des lésions de l'endothélium vasculaire
ça fait partie de l'inflammation, et donc il y a des maladies thromboemboliques beaucoup plus fréquentes. Donc, en ce qui nous concerne, tous nos patients sont sous traitement préventif, par héparine de bas poids moléculaire, mais à dose préventive, ils sont tous. Ceux qui étaient déjà sous anticoagulants continuent leurs anticoagulants. Bon, ils auront un peu saigné dans le nez quand on les a frottés. Et donc là, on fait très attention à cette maladie thromboembolique. Ensuite, combien de temps la faudra-t-il après, peut-être quand l'inflammation aura diminué? Ceux qui font le plus de thrombose, ils ont quand même aussi, par exemple, des anticorps antiphospholipides. Là, il y en a pas mal comme facteur thrombogène, et ils font des thromboses non seulement veineuses, mais artérielles. Donc, on fait très attention à ça, oui. Non, Donc, on ne met pas de dose thérapeutique, quoi. Alors, pas dans la dose thérapeutique, mais enfin, ça peut se discuter, mais pour l'instant, nous, on est plutôt en préventif. Mais écoutez, je vais confirmer ça, parce que là, j'ai quitté le service depuis 3 jours pour préparer, entre autres, ça et puis différentes affaires nationales. Et donc, on ne sait jamais, ça change tellement d'un jour à l'autre. Je me permettrai peut-être de rectifier dans le diaporama, de mettre quelque chose. Voilà, si jamais ça a changé. Excusez-moi, j'ai lu un article il y a 2 jours. Quand on a le D-dimer plus de 5000, il faut traiter par les anticoagulants curatifs. Je ne sais pas si ça tient ou non, mais il y a une limite. Enfin, je ne sais pas, j'ai lu ça dans. Merci. Mais disons, de 5000 pour le D-dimers, comme pour faire le anticoagulant. 5000 quoi? Pardon, 5000 quoi? Bon, écoutez, je pense qu'on va devoir s'arrêter parce que ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble. Écoute, Philippe, je crois qu'on peut te remercier. On a avancé cette session. Tu as accepté, malgré ton emploi du temps très chargé, de venir répondre à toutes nos questions. Je pense que tous ceux qui ont participé à cette session ont trouvé ça très intéressant. Et là, j'ai une question à poser au groupe. Bien sûr, nous sommes prêts à recommencer ce type de visioconférence. On peut le faire dans 8 jours, on peut le faire dans 15 jours, on peut le faire dans 3 semaines, c'est tout à fait possible. Alors, première question, Philippe, est-ce que tu serais prêt à revenir? Est-ce que c'est trop de demander? Parce que tu vois qu'on a brossé, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais pas de tout. Philippe? Écoute, je te remercie. Oui, Philippe? Enfin, je veux pas prendre la parole si quelqu'un d'autre voulait, mais juste pour dire que, premièrement, j'ai été très heureux de faire votre connaissance à tous. C'est très important pour moi, et de recueillir vos témoignages, même si c'est dans une circonstance tragique, mais enfin, au moins, comme ça, on se parle. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, je suis d'accord pour réintervenir. Ce qu'on pourrait faire, c'est que d'ici là, justement, vous aurez acquis de plus en plus d'expérience du Covid, et on pourrait peut-être imaginer que vous établissiez une liste de sujets que vous voulez aborder un peu à l'avance, quelques jours avant, qui fait que j'approfondirai, mais ça vous permettrait aussi vraiment de faire part de votre expérience. Et enfin, le dernier point, c'est que vous avez reçu, je l'espère, l'enquête que j'ai faite là dans la francophonie, aussi bien que dans l'Hexagone, sur l'impact du Covid chez les pneumologues. On n'a d'ailleurs pas parlé des médecins de ville, ça ce sera un sujet peut-être intéressant plus tard, mais en tout cas, pour les hospitaliers. Et vous y avez pour beaucoup répondu, et je vous remercie énormément. Vous reverrez d'ailleurs dans le diaporama les comparaisons qui sont faites, c'est très instructif. Et donc, je me permets ça, je le fais normalement tous les 15 jours. Donc, je me permettrai, Étienne et Franck vont vous le diffuser, de vous inciter à participer. C'est très important de voir dans quel état est le monde. C'est très important. Écoute, on diffusera cela. On diffusera. C'est bien intéressant. On diffusera au fur et à mesure ta collection de diapositives que tu actualises tous les 3 jours, 4 jours à peu près. Oui. On va prévoir une nouvelle séance si tu veux bien. Je ne sais pas d'ici combien de temps, peut-être une quinzaine de jours. Il faut qu'on voit ça un petit peu. On peut pas en faire non plus tous les 3 jours. Je signale également. Nous avons Antoine Flao, que tout le monde connaît sans doute, qui dirige le Centre de médecine globale à Genève, qui est prêt à intervenir aussi, mais sur des aspects
complémentaire de ce que tu viens de faire, Philippe, c'est-à-dire plus des aspects épidémiologiques. Il reviendra certainement sur le confinement, qui est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Voilà. Il connaît bien l'Afrique également, donc c'est certainement utile. Bah, écoutez, oui, le dernier point, c'est que si vous avez des questions, si vous avez encore des questions qui vous viennent durant la soirée ou durant la nuit, n'hésitez pas à me les envoyer et je les répercuterai sur Philippe. Vous avez mon adresse mail puisque vous avez l'invitation à cette réunion. Vous nous les envoyez et avec Yves Tremblay, on va les répercuter sur Philippe et merci par avance d'y répondre. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Merci bien. Je pense que ça a été utile.